Bonsoir, bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel sur France 3 Aquitaine. Émission spéciale, nous sommes à 4 jours du premier tour des élections législatives. C'est donc ce soir le premier grand débat. Emmanuel Macron est-il en passe de réussir son pari après avoir fait éclater la gauche et contribuer à fracturer la droite? Le chef de l'État semble bien parti pour obtenir une majorité à l'Assemblée. Ce qui est certain ce soir, c'est que le Palais Bourbon va connaître un profond renouvellement. Rien qu'en Aquitaine, 12 députés ne se représentent pas, c'est presque la moitié. Eh bien, c'est de tout cela dont nous allons parler ce soir avec mes invités. Mais d'abord, voyons à quoi ressemble ce scrutin sur notre territoire avec Gilles Coulon. 28, c'est le nombre de députés en Aquitaine. 12 en Gironde, 6 dans les Pyrénées-Atlantiques, 4 en Dordogne, 3 dans les Landes et 3 en Lot-et-Garonne. Sur ces 28 députés, 16 se représentent aux élections législatives, 6 en Gironde, 5 en PA, 3 en Lot-et-Garonne, 2 en Dordogne et 0 dans les Landes. La couleur politique de ces 16 candidats est la suivante: 11 PS, 2 Républicains, 1 République en marche ex-PS, 1 Europe Écologie Les Verts et 1 du parti Résistons. En tout, ce sont 380 candidats qui vont se disputer les 28 sièges aquitains de l'Assemblée nationale. Alors, mes invités ce soir, tous sont candidats. Florent Boudié, député sortant de la 10e circonscription de Gironde, c'est celle du Libournais. Vous aviez été élu en 2012 sous l'étiquette PS. Cette fois, vous êtes candidat investi de La République En Marche. Yves Foulon, seul parlementaire de droite en Gironde, député maire Les Républicains d'Arcachon. Brigitte Allain, députée écologiste sortante de la 2e circonscription de Dordogne, c'est celle du Bergeracois. Michèle Delaunay, socialiste, députée sortante de la 2e circonscription de Gironde, c'est celle de Bordeaux 2, que vous aviez ravie à Alain Juppé en 2007. Olivier D'Artigol, porte-parole du Parti communiste et candidat dans la 1re circonscription de Pau. Et puis Étienne Bousquet-Cassagne pour le Front National. Votre fief, c'est la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Enfin, Viviane Lehay est avec nous, nous accompagne ce soir. Vous êtes politologue à Sciences Po Bordeaux. Bonsoir à tous. Merci donc d'être là. Je voudrais qu'on s'arrête sur cette future assemblée qui sera donc profondément remanié. C'est l'un des effets du non-cumul des mandats. Ça veut dire beaucoup de petits nouveaux issus de la société civile. Florent Boudié, qui dit petits nouveaux, dit aussi inexpérience. C'est pas un problème, ça ? Écoutez, c'est ce qu'on disait du président de la République avant qu'il ne soit élu. Et je pense que depuis le 7 mai, beaucoup de Français sont convaincus qu'il est à la dimension de la tâche et de la fonction. Donc nous avons surtout souhaité le renouvellement des pratiques, des profils. 52% de nos candidats sont issus de la société civile. C'est surtout gage d'expérience de vie, d'expérience professionnelle, en dehors de l'action politique. Et je pense que c'est un souffle nouveau. Pour autant, il y a des codes au Parlement, il y a des rouages, ça ne s'acquiert pas en quelques secondes. Michèle Delaunay, vous connaissez, vous, l'Assemblée? Très clairement, en effet, je pense, comme vous venez de le dire, qu'il faut un bon équilibre entre toutes les générations de parlementaires. J'ai toujours été très favorable à pas plus de 3 mandats successifs. Et donc, j'illustre ce souhait. Et je pense qu'en effet, il est important qu'il y ait des parlementaires, non pas pour voter comme un seul homme les lois que propose la majorité, mais pour pouvoir, premièrement, les amender positivement. Et vous savez, amender une loi, c'est en effet pas si facile que cela, ne serait-ce que pour la rédaction de ces amendements, mais aussi pour avoir l'idée d'améliorer la loi. Justement, Yves Foulon, est-ce qu'il n'y a pas, dans ce contexte, un risque que, on va dire, la technostructure ait les coups des franches?
Non, je crois qu'il faut de toute façon, pour un député, chacun le sait, après chacun a son opinion sur la situation de chaque candidat dans les 577 circonscriptions de France, mais il faut un député qui ait la capacité de porter des convictions, de voter des lois, de contrôler le gouvernement, ça c'est à Paris, il faut de l'expérience pour cela, et il faut un député qui porte un projet territorial, et il faut une expérience locale aussi, donc moi je suis partisan de voter pour des députés qui ont acquis une expérience politique en la matière. D'accord ou pas d'accord, Brigitte Allain? Moi, il me semble qu'il est important déjà qu'il y ait une bonne représentation à l'Assemblée nationale de toutes les idées politiques et que je pense qu'aujourd'hui, il sera important qu'à l'Assemblée nationale, il y ait aussi des forces de gauche qui soient présentes. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, vous imaginez bien que ça me satisfait complètement, ça nous satisfait, mais il aura besoin de nombreux députés écologistes et je plaide, moi, pour le fait qu'il y ait une bonne représentation des écologistes pour porter cet enjeu qui est un enjeu international. On va y revenir après, justement. Olivier d'Artigol, une réaction par rapport à ça? Mais par rapport au débat, je pense qu'il y a, attention, plusieurs dangers devant nous sur notre vie démocratique. D'abord, il n'a échappé à personne que sur le texte le plus important dans le projet du nouveau président et dans son gouvernement, il y a l'utilisation des ordonnances. Ce n'est pas à peine de faire trop de technique autour de ce sujet, c'est tout simplement le fait de ne pas respecter les nouveaux députés qui seront élus sur un texte particulièrement important puisqu'il touche le quotidien professionnel de plus de 18 millions de personnes. Et attention sur l'enfumage, sur le renouvellement. Quand on regarde les catégories socio-professionnelles des candidats investis par En Marche, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la diversité de notre peuple. Florent Boudié. Il y a une absence dramatique d'employés, de salariés, d'ouvriers, de voilà. Je ne sais pas si j'ai envie. Florent Boudié, attendez, va répondre. Je termine. Je ne sais pas si j'ai envie d'une assemblée avec de jeunes banquiers, notaires et start-up. Alors la réponse de Florent Boudié et on ira voir Estienne Bousquet-Cassagne après. Il faut sortir de la caricature banquier. Non, c'est une réalité, que vous pouvez consulter sur le site Marianne où il y a une présentation très précise des métiers, des profils socio-professionnels des candidats investis par En Marche. S'il vous plaît, Florent Boudié. Nous sommes le seul mouvement qui a fait le pari de la société civile à ce point. Et ensuite, je suis d'accord avec ce que disait Brigitte Allain à l'instant. Nous souhaitons d'ailleurs, nous, introduire une dose de proportionnelle au sein de l'Assemblée nationale, au scrutin législatif prochain, pour qu'il y ait une meilleure représentativité des sensibilités qui traversent le pays. Enfin, reconnaissons que le mouvement La République En Marche est le seul qui a fait à ce point le choix de la société civile, parce qu'il y a un profond désir de renouvellement parmi nos concitoyens. Estienne Bousquet-Cassagne là-dessus. Oui, écoutez, moi je crois que ce débat est assez stérile puisqu'en réalité, il n'y a qu'un choix ou deux choix justement qui s'offrent aux électeurs. Soit ils votent pour donner une majorité à Emmanuel Macron et à ce moment-là, ils peuvent voter soit directement pour leur candidat, soit pour les candidats LR, soit pour les candidats écologistes ou socialistes puisqu'ils sont tous d'accord pour se rallier à Emmanuel Macron comme ils l'ont fait pour la présidentielle. Soit ils votent pour donner une opposition à Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, la véritable opposition est incarnée par le Front National, par les candidats du Front National qui s'opposeront notamment aux politiques sur la loi travail ou sur d'autres sujets qui seront néfastes à l'avenir. Ce n'est pas ce que vous avez fait sur la loi El Khomri dans la rue où vous étiez absent du début à la fin. Alors on va y revenir après, mais d'abord Michel Delory, on conclut sur cette partie et on enchaîne s'il vous plaît, messieurs. Aux lois travail que met en place Emmanuel Macron. Il y a des députés de gauche dont je suis, qui se sont engagés à soutenir le président Macron pour l'ambition de la France par rapport à l'Europe, mais qui pour autant ne veulent aucunement abandonner leur étiquette. Mais je voudrais qu'on parle de ce renouvellement. En effet, ce n'est pas un renouvellement des visages. Cela n'a pas de sens. C'est un renouvellement des pratiques. Et je dis très clairement que le recrutement des députés En Marche me trouble. C'est en quelque sorte la réponse à une fiche de poste avec photo, avec curriculum vitae. Le mouvement En Marche perturbe le système politique, c'est vrai. Je me permets de poursuivre. Moi, je suis élu, j'ai été élu de manière démocratique par des militants. D'un mot, parce qu'on va voir Viviane Lehay juste après. Ce débat est sans issue, chacun connaît l'autre, et on sait bien qu'autour de cette table, vous avez deux députés sortants Parti socialiste.
Florent Boudié et Michel Delaunay, pendant 5 ans, j'étais moi-même député les 5 dernières années, et je les ai vus voter tous les deux l'échec de la France mené par François Hollande, et Florent Boudié a voté autant de textes que Michel Delaunay. Alors, vous voyez, ce genre de discours, est-ce qu'il désespère les Français? Mais je voudrais faire intervenir, s'il vous plaît, messieurs, dames, s'il vous plaît, faire intervenir Viviane Lehay, puisque l'on parle. Les Français ne supportent plus ce genre de caricature. S'il vous plaît, Michel Delaunay. Viviane Lehay, on parle de renouvellement. Est-ce qu'il y a des précédents de cette ampleur? On ne peut pas dire qu'il y ait des précédents de cette ampleur. Le précédent auquel on peut faire référence, c'est 1981, après de nombreuses années avec une assemblée de droite et qui n'avait pas connu beaucoup de députés de gauche. C'est renouvelé en 1981 de manière massive, mais sans doute peut-être pas à la hauteur de ce qu'on va observer cette fois. On ne sait pas bien encore, il va falloir attendre. Mais là, c'est vrai que c'est quand même, ça, 1980, la référence à laquelle on peut faire appel. On peut se fier. En tout cas, on dit que les législatives, c'est le 3e tour de la présidentielle. Alors, faut-il donner justement une majorité au président? Nous sommes allés interroger les Aquitains au gré de nos reportages et voilà ce qu'ils en disent. Une majorité présidentielle ou pas? Je dirais plutôt pas. Je pense que ce n'est pas en reconstruisant, en faisant semblant de reconstruire du nouveau avec de l'ancien qu'on a besoin. C'est pas ce dont nous avons besoin en tout cas. Ça sera compliqué pour eux. Et je pense que ça serait une bonne chose que ça ait la majorité. Disons que si on veut que le président puisse agir, il vaut mieux qu'il ait une majorité, oui. C'est préférable. Je suis pas sûr. Je pense qu'il faut de la mixité. Il faut qu'il y ait toujours une opposition parce que sinon tout passerait facilement et pas forcément les bonnes choses. Selon les candidats, c'est jamais bon d'avoir que le même parti. Voilà, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Une majorité présidentielle, pour gouverner, c'est sûr que c'est confortable, mais je pense qu'il faut tout le temps quand même une opinion différente et qu'il y ait vraiment des débats. Pas de majorité présidentielle. Moi, je veux qu'il y ait tout le monde, tous les partis représentés dans l'hémicycle. Oui, il faut une majorité. Oui, autrement, comment vous qui fait sa politique s'il n'y a pas de majorité? Alors, les avis sont assez partagés. Étienne Bousquet-Cassagne, votre réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Oui, écoutez, je pense que ce qu'on vient d'entendre reflète un petit peu la position de l'ensemble de l'électorat. C'est-à-dire qu'il faut effectivement une opposition à Emmanuel Macron, mais cette opposition ne sera pas représentée. Qui nous dit que demain, M. Foulon, par exemple, s'il venait à être réélu, ne rejoindra pas la majorité présidentielle, puisque ses amis déjà l'ont fait au niveau du gouvernement, avec Bruno Le Maire, avec le Premier ministre. Il va vous répondre? Oui, alors... C'est très clair, mon positionnement est connu de tous. Moi, je suis pour l'intérêt supérieur du pays et pour redresser ce pays, pour faire en sorte que les Français retrouvent de l'emploi, du pouvoir d'achat. Donc, je voterai tout ce qui est bon et tout ce qui sera proposé par Emmanuel Macron. Macron compatible, donc? C'est pas Macron compatible, c'est compatible avec des textes de loi qui permettent de redresser notre pays. Et c'est ça l'essentiel du rôle d'un député, c'est donner les moyens à celui qui gouverne de redresser notre pays. Quand c'est bien, on le fait. Et je serai au rendez-vous de l'efficacité, évidemment. Olivier d'Artigol. Je crois qu'il y a eu du bon sens dans les réactions. Il y a dans notre pays un attachement au pluralisme politique, au débat politique, à la possibilité d'exprimer une divergence. Je pense qu'il serait une très mauvaise chose d'aller vers une majorité absolue pour Emmanuel Macron, parce qu'il y a dans son projet politique un retour sidérant en arrière à une république de 1958, alors qu'on aspire tous à un renouveau démocratique, et avec une mise au pas du Parlement, pas uniquement avec les ordonnances. La possibilité, par exemple, de ne pas défendre dans l'hémicycle un amendement qui aurait été rejeté en commission. Un député qui est le représentant du peuple doit pouvoir, du début à la fin du processus législatif, dire, pour ce qui le concerne, ce que sont ses convictions, ses solutions et ses propositions. Il y a, je le dis, c'est très grave, on n'a pas le temps d'en débattre, mais dans le projet d'Emmanuel Macron, des régressions démocratiques très préoccupantes. Alors, Florent Boudié vous répondra, mais Michel Delaunay d'abord. Là, nous sommes au cœur du débat. Nous sommes tous candidats à être parlementaires et nous avons le souci que le Parlement ait un rôle. Or, un parti unique fait d'une seule majorité qui lui-même dit qu'il est le parti du président
c'est complètement amoindrir, si ce n'est abolir, Brigitte Allain. Je voudrais poursuivre, c'est le cœur du débat, abolir les pouvoirs du Parlement. Bon, il y a eu des coalitions, il y a des rassemblements sur des projets, mais un parti fait au moins à 50% de néophytes, qui votera, si j'ose dire, bien que je sois féministe, comme un seul homme. Tous les textes du président, c'est... Alors, on y reviendra justement après. Au débat démocratique. On y reviendra après. Brigitte Allain. Moi, là-dessus, je voudrais quand même rappeler que le président de la République, il y a 77% des Français qui n'ont pas voté pour lui au premier tour des présidentielles, quand même. Quand même. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. Et donc, on fait comme s'il n'y avait eu que le deuxième tour. Et je crois que les Français doivent se rappeler de ça. Ils doivent se rappeler de leur vote du premier tour. Ils doivent redonner de la force au Parlement. Parce que clairement, moi je veux bien, mais les ordonnances, c'est quand même quelque chose. On va juste nous demander si on veut bien que le président de la République, que le gouvernement procède par ordonnance. Et puis après, on nous demande encore notre avis après l'ordonnance, mais sauf qu'on a déjà mis en place la loi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Florent Boudier va vous répondre, parce que là, pour le coup... Ce sont des choses qui doivent réveiller les Français pour voter pour les législatives. Il y a beaucoup d'accusations. Allez-y, Florent Boudier. Non, mais le débat est lunaire, parce qu'on est en train de critiquer le président de la République en disant pourquoi vous adressez à nous comme ça, on dit ce que nous pensons. Pourquoi lunaire? C'est une réalité. Vous allez aller vers les ordonnances. Ça, c'est pas lunaire. Vous permettez que je termine? Normalement, c'est question pour un champion, mais là, vous n'êtes pas au top. Il y a les ordonnances. Hein. Alors, on le laisse parler, s'il vous plaît. Merci pour la formule. Mais il y a les ordonnances. Vous êtes en train de soupçonner le président de la République de vouloir créer un parti unique. Mais ce que nous faisons, c'est le contraire. Nous avons une diversité de sensibilités d'origine au sein de cette future majorité qui est considérable. Nous avons un Premier ministre qui vient de la droite, qui siégeait à côté d'Yves Foulon pendant le quinquennat passé. Nous avons des personnes qui, comme moi, viennent de la gauche. Nous avons des personnes qui viennent du centre, qui ont de l'expérience aussi, pour certains d'entre eux. Et puis pour d'autres, nous avons la société civile. Par ailleurs, nous voulons introduire une revendication des écologistes de longue date, nous voulons introduire la dose de proportionnel. On fait tout, sauf installer le parti unique. Par contre, si vous permettez, nous voulons... pour une fois, d'une certaine façon, qu'il y ait de l'efficacité publique. Et nous ne souhaitons pas que le quinquennat qui vienne soit celui de l'échec, soit celui de la paralysie institutionnelle, soit celui de la paralysie politique, que pratiquement tout le monde autour de ces tables souhaite, mais pas moi. Alors, je voudrais entendre Estienne Bousquet-Cascagne qui a du retard, s'il vous plaît. Oui, écoutez, non mais le parti unique, il est quand même très clair. Beaucoup d'élus, alors vous avez rappelé la diversité des gens qui ont rejoint Macron, mais ces gens-là, ils vont à la soupe pour un poste ministériel. Ils se vendent, ils trahissent leurs idées pour un poste ministériel. Et bien évidemment, et les électeurs ne sont pas dupes du tout. Et les électeurs de droite, notamment, se sentent évidemment trahis. Donc moi, je les appelle à voter pour la vraie droite, pour un parti politique qui va les représenter réellement à l'Assemblée nationale. Alors justement, puisqu'on en parle, pour qui votent-ils ces électeurs? Un parti ou un homme? Eh bien, on va retrouver... Une femme, peut-être. Ou une femme, effectivement. C'est possible, hein. C'est possible, on est d'accord. On va justement les retrouver, nos Aquitains. Je préfère voter pour la personnalité du candidat. Pourquoi? Parce que maintenant, un parti, il n'y a plus de parti. Il n'y a plus de parti, ni de gauche, ni de droite et tout. Un parti, c'est un peu vague. Je préfère une personnalité. Ça ne veut plus rien dire de nos jours. Le parti ne veut plus rien dire. Si je vote, c'est pour un parti. Je pense que je donnerais priorité au parti. Ni l'un ni l'autre. Moi, je vote pour des idées qu'on puisse débattre. Maintenant, franchement, je vote blanc parce qu'il passe tellement d'affaires au niveau des députés. Ils tombent dans des combines et sans arrêt. Plutôt la personnalité du candidat. Ouais. Je suis plus pour la personnalité parce que malgré le programme ou les idées, c'est quand même la personnalité qui fait tout, je trouve. Ça m'ennuie de voter pour un parti, mais encore plus de voter pour une personnalité. Je préférais voter pour une idée précise. Plutôt pour un parti, puisque moi c'est ça, c'est l'idée du parti, enfin le programme du parti qui m'intéresse. Un robot ferait l'affaire. Je voterais pour une tasse si elle avait un bon programme.
Yves Foulon, est-ce que dans ce contexte, l'ancrage local a encore de l'avenir? Oui, vous avez des Français de bon sens d'ailleurs, au travers des reportages. Ils vous disent qu'à l'Assemblée nationale, par nature, il ne faut pas d'hégémonie d'un mouvement et d'un parti unique. Bien sûr, personne ne peut croire ça. L'efficacité, c'est de voter ce qui est bon, c'est de rejeter ce qui n'est pas bon et de faire surtout des propositions pour convaincre l'autre. C'est ce que je ferai à l'Assemblée nationale. Et puis oui, il faut également avoir un ancrage local, connaître son territoire, porter un projet territorial. Un député n'est pas qu'un élu de la nation, c'est aussi le représentant des habitants de son territoire qu'il doit connaître pour améliorer le quotidien de chacun. Oui, l'ancrage territorial est une nécessité. Justement, Olivier d'Artigol, est-ce qu'avec la fin du cumul des mandats, ce n'est pas aussi la fin des notables, quelque part? Mais vous savez, ces élus qui sont là et qui ont pignon sur rue. Je suis pour le non-cumul des mandats. Ceux qui en parlent le plus sont pas toujours ceux qui se l'appliquent. Je suis pour le non-cumul dans le temps. Je suis pour une sécurisation des parcours de vie qui permet d'avoir une expérience d'élu et pouvoir revenir dans l'activité professionnelle. Je suis pour un véritable statut de l'élu. Donc vous êtes d'accord avec le projet de François Bayrou sur la moralisation? Non, il ne va pas assez loin sur la lutte contre les conflits d'intérêts. Puis vous savez, il faut faire attention, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfumage. La désignation des candidats dans certains partis politiques comme le mien sont beaucoup plus démocratiques que ce à quoi on a assisté avec En Marche, où c'est un soviet suprême en haut, nous on en est revenu, qui a désigné à quelques-uns les profils, alors qu'en Béarn, c'est François Bayrou qui, seul dans son coin, sans passer par la procédure qui était proposée nationalement, a désigné celles et ceux qui sont au plus près de lui depuis 30 ans. Depuis 30 ans. La personne, bon, on ne peut pas parler de nos circos, je ne le fais pas. Oui. Mais je veux donc vous dire que c'est du Canada Dry. Ça a véritablement l'apparence d'un renouvellement, mais c'est de vieilles pratiques politiques. Et d'ailleurs, les gens pourront s'en rendre compte, peut-être un peu tardivement. Étienne Bousquet-Cassagne, sur la moralisation de la vie. Je voudrais intervenir. Non, mais je crois que je suis un peu en retard. D'abord, on reprend. Oui, la moralisation de la vie politique, bon, bien évidemment, on en parlera. Mais sur l'ancrage local des candidats, je crois que c'est évidemment important. Et là, il y a quand même une grosse problématique au niveau des candidats d'En Marche, c'est que bien souvent, ils ne sont pas connus. Et si les gens les connaissaient réellement, ils ne voteraient pas pour ces gens-là, pour tout un tas de raisons. Pour être élu, pour donc je pense que comme les gens l'ont dit dans le reportage, il faut au moins résider dans son territoire. Il faut aussi voter pour des idées. Il faut aussi voter pour des idées. Olivier d'Artigol, s'il vous plaît. Écoutez Étienne Bousquet-Cassagne. Chacun s'écoute, s'il vous plaît. C'est beaucoup mieux pour le confort de tous. Allez-y. Voilà, donc bien évidemment, il faut aussi voter pour les idées que les partis politiques représentent. Et chaque candidat a bien évidemment sa propre sensibilité pour prendre en compte. Alain et puis Michel Delaunay et Yves Foulon. Brigitte Alain. Bon, l'ancrage territorial, pour moi, c'est extrêmement important. C'est la proximité avec les gens, mais c'est une proximité, c'est pouvoir écouter, c'est organiser des temps d'échange avec les citoyens. C'est aussi aller vers les citoyens, les entendre, être toujours à la recherche de qu'est-ce qui peut se passer. Pour la loi El Khomri, c'est moi qui ai demandé à rencontrer les syndicats, parce qu'ils ne venaient pas vers moi. Je me suis dit, mais c'est pas normal. Nous sommes les représentants du peuple. Et donc, c'est ce souci permanent d'être en phase, non pas en empathie systématique, mais être en phase avec son territoire. Mais c'est aussi la transparence parce qu'on parle le non-cumul des mandats, c'est une évidence, moi je me le suis appliqué, mais c'est aussi la transparence de l'utilisation de l'argent public, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. Michel Delaunay. Je veux revenir absolument sur cette... En un mot, s'il vous plaît. Non, Michel pas Delaunay. en un mot, il y en a eu beaucoup. 2 au maximum. Sur cette idée de parti unique. Eh bien, moi j'ai cru au candidat Macron qui disait il faut rassembler dans la diversité. Mais ensuite, qu'a-t-il fait? Je veux un parti du président. Et Florent, qui est en face de moi, c'est lui-même qu'il a dû abandonner son identité socialiste pour appartenir à un parti. Il a fait un choix, il l'a voulu, j'imagine, Florent Boudié. Mais il a pris ses responsabilités, mais on ne lui a pas permis de demeurer socialiste. Eh bien, voyez, madame, est-ce qu'on peut encore trouve que cela est attentatoire à l'honneur. Est-ce qu'on peut encore, bien sûr, on est dans une vie politique chamboule tout, mais ça peut être respecté aussi d'avoir des convictions, des valeurs, de se sentir, par exemple, du camp du progrès social et ne pas changer Kazakh, ne pas migrer, ne pas transhumer,
vers une opportunité politique parce qu'un président a été élu. Question. Moi, j'aime bien aussi des gens qui restent fidèles. Hein. Question et réponse d'Yves Foulon, par exemple. Moi, je suis attaché à la pluralité des candidatures et c'est les électeurs qui doivent faire un choix. Moi, je suis un enfant du bassin, j'y habite, j'y vis, je suis avocat. Moi aussi, je viens de la société civile par nature. On vient tous de la société civile et après, on acquiert une expérience de conseil municipal, de maire qui nous permet d'avoir un avis plus concret, plus réel sur le devenir de notre pays. On porte des projets, on porte des convictions, on porte un ancrage territorial, on s'occupe du quotidien de nos concitoyens. Voilà ce qu'un élu, et c'est entre les mains de la totalité des Français et des électeurs de chacune de nos circonscriptions. Laurent Boudié ? Non, mais simplement, pourquoi on voit les partis institutionnels classiques critiquer ce mouvement qui essaye d'ouvrir la politique ? Le mouvement En Marche ne souhaite pas détruire le système politique, ni les partis politiques. Il souhaite ouvrir le système politique. Mais pour une raison très simple, que le constat que j'ai fait, c'est celui que font nos concitoyens au cours du quinquennat qui vient de s'achever. C'est l'impuissance publique depuis 15 à 20 ans, sur tous les grands sujets du pays. Le chômage de masse, la question de l'intégration citoyenne, la question de la sécurité publique, et la question de la compétitivité économique de la France, sa place en Europe et dans le monde. Et vous allez le régler en cassant le Code du travail ? Tous les partis on y reviendra plus tard, politiques dans une troisième partie, s'il vous plaît. Je finis. Tous les partis institutionnels ont échoué, y compris celui auquel j'appartenais. Et c'est le constat que font les Français. Et les Français veulent, d'une certaine façon, un renouvellement profond des pratiques, des idées et parfois aussi des hommes et des femmes qui conduisent les politiques publiques. Ça veut dire qu'on est dans un mouvement, effectivement, de chamboule-tout, c'est le mot qui a été employé à l'instant, de recomposition politique profonde. Elle est souhaitée vivement par les Français. Et c'est à eux de décider s'il y a une majorité... Sans qu'il y ait eu une adhésion massive au projet d'Emmanuel Macron au premier tour. Parce que, et est-ce qu'on peut dire, Florent Boudié, ça c'est important, OK sur nécessité de renouvellement, mais est-ce qu'on peut être en désaccord avec la manière dont vous opérez ? C'est possible encore. Vous pouvez quand même vous avez la foi du nouveau converti, donc vous êtes zélé, mais on peut... S'il vous plaît, messieurs, Yves Foulon, Étienne Bousquet-Cassagne. Il faut différencier deux choses. Il y a la recomposition politique qui est une nécessité, je crois, pour toutes nos formations politiques. Le Front National aura à le faire après les élections législatives. Nous aurons à le faire, la droite et le centre. Les socialistes auront à le faire, bien évidemment, ça veut dire les trois grandes formations connues. Et la République En Marche est en train de se créer, parce que dans quelques mois, il y aura un nouveau parti politique dans le paysage français qui s'appellera la République En Marche, avec ses qualités et ses défauts, comme nous tous. Mais ne confondons pas la recomposition politique, qui est une nécessité que les Français verront à partir de l'automne, avec les projets qui sont portés aujourd'hui par Emmanuel Macron en tant que président de la République. Il peut y avoir des convictions, des propositions et des projets qui sont aujourd'hui différents de ceux portés par Emmanuel Macron. Je pense par exemple à l'augmentation de la CSG. Mais pour nous, c'est un projet néfaste. Ça va réduire le pouvoir d'achat des Français. Ils ont été matraqués pendant 5 ans. Il ne faut pas augmenter la fiscalité des Français. Pas d'amalgame, vous êtes d'accord au moins avec ça, Étienne Bousquet-Cassagne, ou pas du tout ? Non, pas du tout, parce qu'en réalité, il n'y a pas tellement de renouvellement dans les idées. C'est peut-être un renouvellement parce que c'est un nouveau parti, mais c'est un nouveau parti qui recycle en quelque sorte les anciens du PS, les anciens LR, les anciens écolos. Donc le renouveau par les hommes, il ne vient pas tellement de ce parti politique-là. Mais tout à l'heure, vous avez abordé la question notamment de la moralisation de la vie politique. Mais il y a eu un très mauvais signal qui a été envoyé par le président Macron lors de l'affaire Ferrand, parce que le président Macron, élu sur justement cette moralisation de la vie politique avec un projet de loi porté par François Bayrou. Quand Marine Le Pen est convoquée par la justice, elle ne se présente pas devant le juge. Oui, alors ça, c'est une moralisation. Le président de la République aurait dû exiger la démission du ministre Ferrand de suite. Or, Ferrand est toujours en place. Vous voulez qu'on parle de Marielle de Sarnez ou d'autres eurodéputés ? Il y en a 19. Alors la moralisation à deux justiciable. Alors la réponse de Florent Boudié et on enchaîne avec une autre partie après. Écoutez, s'il vous plaît. D'abord, c'est vous qui l'avez abordé. D'abord, monsieur. Florent Boudié, allez-y. C'est vous qui l'avez abordé comme sujet. C'est vous qui avez mis ça. Je vous dis simplement, quels que soient nos débats, la situation de Marine Le Pen, la situation de toutes les personnes que vous avez citées, si nous appliquons le projet de loi qui a été présenté par le garde des Sceaux, ça n'existera plus.
Les règles que nous allons poser en finiront avec cette époque. Mais commencez à poser les règles en demandant juste la démission de M. un mot, s'il Ferrand. vous plaît, Michel Delaunay. Moi, je voudrais en effet qu'on parle de la moralisation de la vie politique. On a déjà parlé de la manière de choisir les candidats. Par En Marche, donc, c'est comme un casting de gens de 30 à 40 ans. Je parle aussi de celle des Républicains. Monsieur a dit, Monsieur Bayrou, en Pyrénées-Atlantiques, désigne non démocratiquement les candidats. En Gironde, c'est Monsieur Juppé. Il n'y a pas d'élection démocratique. Monsieur Juppé dit, c'est tel ou tel candidat qui ira à l'élection. Eh bien, je veux une élection démocratique, mais je veux parler de la moralisation en général. Michel Delaunay. Je veux pouvoir amender, améliorer cette loi. Vous êtes très en avance, Michel Delaunay. Vous êtes très en avance, s'il vous plaît. Beaucoup pour la transparence, par exemple. Mais par exemple, je veux introduire le non-cumul des mandats avec les fonctions ou les métiers pour qu'un candidat comme Bernard Debré, un député comme Bernard Debré, puisse pas être professeur d'université et en même temps parlementaire. Alors, s'il vous plaît. Inacceptable. On a compris, Michel Delaunay. Je me tourne vers Viviane Lehaye, notre politologue à Sciences Po. On va revenir sur ce rôle du député qui a une spécificité quelque part, c'est qu'il a un pied à la fois à Paris, mais aussi un pied chez lui, sur son terrain, dans sa circonscription, et ça ne change pas. Non, et on peut même parler de tension plus que de spécificité, dans la mesure où justement, du coup, l'ambiguïté se fait aussi aux yeux du citoyen, puisque comme le député est élu au sein d'une circonscription, on peut penser que c'est un mandat local, mais ça n'en est pas un, c'est un mandat national. Le député doit voter les lois et défendre l'intérêt général. Son implantation dans une circonscription, c'est vraiment plus justement aussi pour être au contact, en proximité, et donc comprendre le pouls pour ensuite justement voter des lois et porter des progrès et des projets pour son pays, mais avec l'intérêt général. Justement, des députés, pourquoi faire? Quelles sont les priorités? Eh bien, on retrouve nos Aquitains. Voilà ce qu'ils disent. Vous, député, quelle serait votre priorité? Si je juge par rapport à mes critères professionnels, j'étais enseignante, donc priorité à l'enseignement. Et ma situation d'aujourd'hui, priorité aux retraités. L'intégration des gens, la motivation pour les faire travailler et pour développer beaucoup de choses. Ce serait plutôt lutter contre le chômage, l'emploi, pour l'emploi. Pouvoir travailler autant qu'on veut, tout en étant payé. Qu'il n'y ait pas de limite en fait. On ne nous impose pas un 35 heures. Avant on travaillait, on avait de l'argent, maintenant on travaille, on n'a plus d'argent. Donc voilà, j'essaierai de m'occuper à ce niveau-là des finances des Français en fait. J'ai une petite retraite et en plus je dois payer en plus la dette sociale. Vous comprenez? Je crois qu'ils méritent leur retraite et je pense qu'on devrait un peu les laisser tranquilles. Eh bien, par exemple, qu'il applique les principes républicains. Liberté, par exemple, fraternité, égalité, un toit pour tous. Tout ça, c'est dans la loi. La transparence, on en parle beaucoup, mais ça, alors là, maintenant, c'est rédhibitoire. Il faut y aller là-dessus. On vote en tant qu'économiste. Voyez-vous, le programme déjà, dépenses publiques à la baisse. Je vois qu'il y en a plein qui n'ont pas de travail, ou qui sont au chômage, ou qui cherchent, ou qui ne trouvent pas, ou qui déposent des CV, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais de... Donc moi, je pense que ça serait mon premier sujet de député, en tout cas. L'emploi. L'emploi, première priorité. Brigitte Allain, quand on est député, comment on fait pour infléchir cette courbe en Aquitaine, on n'échappe pas à la règle, autour de 9% de chômage. Quand on est député, on porte à l'Assemblée nationale des idées qui, effectivement, sont favorables à l'emploi. La relocalisation de nos consommations, la relocalisation de l'alimentation, la relocalisation de nos productions d'énergie renouvelable. Voilà des orientations qui, effectivement, peuvent être créatrices d'emplois très clairement sur les territoires, sur tous les territoires, et donner du lien entre les producteurs, qu'ils soient industriels, agriculteurs, et les consommateurs, qui va donner du lien entre des ruraux et des citadins, qui va donner du lien social, qui va donner du lien intergénérationnel. C'est aussi influer sur la formation, la culture, permettre l'accès à tous à la culture, donc, et à connaître son territoire, connaître notre planète, qui nous fait vivre. Justement,
connaître son territoire. Étienne Bousquet-Cassagne, vous êtes vous en Lot-et-Garonne, dans un secteur qui a été et qui souffre beaucoup du chômage, je pense par exemple aux Fumélois. Et bien vous, en tant que député, demain, si vous l'êtes, quels sont vos leviers ? Écoutez, je pense qu'il y a des mesures à prendre. Effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des lois à proposer, des amendements à faire. Et notamment, je pense qu'il faut tourner l'action économique vers les TPE et les PME, car ce sont les entreprises, les structures qui créent le plus d'emplois. Et au final, rien n'est fait pour elles. Donc, il faut évidemment se tourner là-dessus. Après, moi, je suis issu d'un territoire très rural, Lot-et-Garonne par excellence, agricole, évidemment. Donc, il y a aussi des mesures à prendre au niveau de la baisse des charges, notamment patronales. Il y a aussi... je pense, bon après c'est un petit peu sur l'augmentation du pouvoir d'achat dont parlaient les jeunes femmes sur votre vidéo. La gauche au pouvoir, donc Madame Delaunay, Monsieur Boudié, ont supprimé la défiscalisation des heures supplémentaires par exemple. Bon mais là ça je pense qu'il faut revenir dessus bien évidemment puisque les heures supplémentaires bien souvent permettaient aux gens d'augmenter leur pouvoir d'achat, de relancer un petit peu l'économie, de s'en sortir. Yves Foulon, Emmanuel Macron veut réduire le coût du travail en baissant les cotisations sociales des employeurs. Est-ce que c'est la bonne méthode selon vous ? C'est la bonne méthode, mais c'est insuffisant ce qu'il propose. Nous, notre projet, c'est de réduire de 40 milliards d'euros les charges salariales et patronales, ce qui entraînera la capacité pour nos chefs d'entreprise, nos artisans et nos commerçants d'embaucher et donc de réduire le problème du chômage en France, parce que c'est cela qu'ils nous disent, les Français. Ils ont raison, il y a près de 7 millions de personnes qui sont à la recherche d'une activité. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont au plein emploi. C'est possible pour nous, mais à condition de donner une intensité aux mesures qui est réelle et qui est de nature à porter les conséquences que nous souhaitons. Et c'est la réduction des dépenses sociales et salariales et patronales qui permettra de créer le plein emploi. C'est l'action publique derrière ces dépenses. Mais pas en le faisant porter, cette réduction par les Français au travers d'une hausse de la CSG. C'est ce qui nous différencie. C'est en réduisant les dépenses publiques. Nous, notre objectif, c'est de réduire les dépenses publiques qui permet de financer cette réduction de charges auprès des entrepreneurs. Olivier d'Artigol. Pour le coup, ce que vous énumérez là a été pratiqué par des gouvernements de droite et par François Hollande au cours des 5 dernières années avec un gâchis, un fiasco complet. Je crois que le chômage n'est pas une fatalité. C'est la conséquence de choix politiques pris au niveau national et européen. La précarisation du travail. Moi, dans cette campagne, mais je ne le découvre pas, je l'ai vu par le passé, on assiste à une dégradation des conditions de vie au travail, la souffrance au travail, notamment pour la jeune génération qui vit une situation très très dure. Il y a donc un autre chemin à prendre sur le plan politique, revoir la répartition des richesses produites. Ne pas arroser, comme on l'a fait, les forces du capital et de l'argent, sans contrepartie en termes d'emploi, d'investissement utile, de transition énergétique et écologique. Il y a des viviers d'emploi pour demain qui ne sont pas aujourd'hui activés. Et il y a surtout une chose, c'est que c'est le salarié qui crée la richesse produite. Or, on voit aujourd'hui les dividendes atteindre des niveaux historiques, le CAC 40 se goinfrer, et les gens ne pouvant, comme on l'a dit, et les gens disant, comme dans ce reportage, quand on travaille, on ne peut même plus vivre. Il s'agit d'une vraie réforme fiscale. Il faut supprimer toutes les niches qui n'ont aucun intérêt au niveau social ou au niveau écologique. Il faut des impôts qui soient beaucoup plus progressifs. Et l'évasion fiscale. Parce qu'on voit des personnes qui 15 souffrent. secondes, Michel Denet, je vous donne la parole, je vous promets. Des commerçants, des agriculteurs qui souffrent réellement. Et puis des salariés qui n'ont pas choisi le temps partiel, par exemple. Je vois des familles monoparentales qui viennent me rencontrer, qui disent « mais on n'y arrive pas ». Donc l'action publique, on en a besoin. Alors moi je dis attention, à force de dire on va réduire les impôts et on va réduire ce que vous appelez certains les charges sociales, moi je dis ce sont des cotisations qui doivent être réparties. Il faut cotiser selon ses capacités et recevoir selon ses besoins. On doit avoir le droit d'être handicapé, on doit avoir le droit d'être malade, on doit avoir le droit dans ce pays de perdre sa dépendance et de continuer à vivre. Merci Brigitte Allain, Michel Moi, Denet. je vois un peu M. d'Artigol et surtout M. Foulon se rejoindre sur des formules du passé. Ce n'est pas ainsi. Dites-moi ça. Parce que je vous le Alors attendez, Olivier d'Artigol, s'il vous plaît. Je suis très attentif parce que c'est la première fois qu'on me dit ça concernant un représentant de la droite. J'aimerais que vous ne me coupiez pas la parole. Je voudrais dire qu'il faut accompagner l'économie de demain. Nous ne sommes pas dans des projets d'hier. Aujourd'hui, c'est vrai, la plupart de nos jeunes auront à évoluer.
Et l'action publique, c'est d'abord la formation tout au long de la vie. Oui. Pour pouvoir diriger des jeunes et des moins jeunes, puisque je dis tout au long de la vie, faire des métiers nouveaux, des métiers de l'économie verte, de la silver economy, de l'économie numérique en général et de l'économie sociale. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, Florent Boudié, non? Accompagner la formation. Je parle de nos métropoles. Il faut remettre de l'emploi productif dans les villes. Et aujourd'hui, les entreprises, ce ne sont plus des hauts fourneaux. C'est par exemple de la e-santé, c'est par exemple des emplois qui tiennent dans un tout petit immeuble. Eh bien, ceci est aujourd'hui très oublié. Je ne parle pas de ma circonscription, Florent, mais je parle de la qualité. Florent Boudié, s'il vous plaît. Reproduire de l'acier aussi. S'il vous plaît, Florent Boudié. Deux choses à dire sur ce point, si vous le permettez. La première chose, la France n'a plus de stratégie industrielle et depuis une vingtaine d'années. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons avoir un plan d'investissement de 50 milliards d'euros, y compris dans l'agriculture, notamment pour la transformation vers la transition écologique, mais pas que. Deuxième chose, ce qu'a dit la personne tout à l'heure dans votre reportage, qui dit « le travail ne paye plus ». Cette difficulté à inciter au travail, c'est la question des charges sociales. C'est la question des charges sociales. C'est la différence entre le revenu net et le revenu brut que chaque Français constate. Et ce que nous proposons à travers l'augmentation de la CSG, vous proposiez, Yves Foulon, avec François Fillon, l'augmentation de la TVA pour baisser les charges. C'est plus le cas aujourd'hui. On ne propose pas ça. Il faut être clair avec les propositions qui sont faites maintenant. Vous avez raison, si vous permettez. Vous avez raison, ça n'est plus le cas. Vous n'avez plus de projet. C'est-à-dire le cœur du projet des Républicains de la présidentielle, qui était la TVA pour baisser les charges, sauf que ça n'existe plus fort. Nous voulons effectivement baisser les charges, c'est-à-dire supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage, non pas pour enlever la protection, mais les financer par la CSG, c'est-à-dire une contribution sociale généralisée, 250 euros en plus pour les retraités qui payent. Bien sûr que non, parce que 250 euros à l'année. Bien sûr que non. L'augmentation de la CSG sera inférieure à la suppression des cotisations maladie et chômage pour tous les salariés actifs. Et tous les retraités modestes. Et tous les retraités modestes. Étienne Bousquet-Cassagne est en retard. Ça veut donc dire que le modèle social français n'existe plus et qu'on bascule vers un monde assurantiel. Merci Olivier d'Artigol. Étienne Bousquet-Cassagne est en retard. Oui, alors je suis en retard et surtout, bon, là, on a écouté un petit peu tout le monde parler du sujet de l'emploi et du chômage. Il y a autour de cette table 6 candidats, dont 4 députés sortants. Vous êtes, messieurs, dames, les élus du passé, mais aussi du passif. Car il faut savoir que le chômage n'a jamais été... Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Ça fait un peu mais il y a des formules... Il y a des formules qui marchent. Il faut les utiliser, bien évidemment. Mais rappelez-nous, je veux rappeler, Marine Le Pen proposait l'augmentation de TVA de 3 points. Que c'est sous le quinquennat Hollande qu'il y a eu la plus grande hausse du nombre de chômeurs en France. C'est sous votre quinquennat, c'est de votre responsabilité. Donc pourquoi ferez-vous demain ce que vous n'avez pas été capable de faire hier? Combien Marine Le Pen veut augmenter la TVA? Rappelez-nous, dans le projet. 3. Allez, on avance, on passe à un autre thème qui nous préoccupe dans notre région, dans nos 5 départements de l'Aquitaine, c'est l'agriculture. La filière est en souffrance, elle traverse une crise. On voit le rappel avec Pascal Cagnato et on en débat après. Vous mettez combien de coups de pied au cul à des agriculteurs en faisant vos promotions dans tout le magasin là? Des promotions qui asphyxient les producteurs de lait de la région. Aujourd'hui, c'est une filière en détresse qui s'exprime. On est découragé, oui. Ce qu'on a envie, c'est de passer à autre chose. Pour les éleveurs de canards, c'est la grippe aviaire qui fait des ravages. 2 épisodies successives et des promesses de l'État qui tardent à se concrétiser. Le cas de 2015-2016, on avait des dates de vide sanitaire fixes donc qui ont concerné 4 mois, soit une perte de chiffre d'affaires de 80 000 euros. Et pour cette année, on est parti sur 9 mois minimum. Donc, et à ce jour, on n'a pas eu un centime. Dans le Lot-et-Garonne, ce sont les vergers qui ont souffert de ce coup de froid, avec des conséquences parfois dramatiques. C'est 100% de dégâts, tout est gelé, on a des fruits nécrosés, noirs. Donc là, c'est vraiment, oui, là, c'est plutôt du gros dégât. Là, c'est vraiment, il a dû vraiment faire très très froid ici. Oui, là, c'est une récolte qui est foutue. En Gironde, le gel de printemps a décimé près de 50% du vignoble. Pour certains, c'est sans doute le coup de grâce. C'est hors de question qu'un de mes enfants reprenne ma propriété. À venir, si
à 65 ans ou je ne sais pas quel âge j'arrête. Et puis si personne n'en veut, ben, j'en fais un golf. Je ne sais pas, mais non. J'étais passionné et là je suis pas déprimé, mais pas loin, quoi. Vignobles, vergers, élevage, dans beaucoup de ces filières, l'agriculture régionale est en détresse. Aujourd'hui, elle lance un SOS. Et je me tourne vers vous, Brigitte Allain. Pourquoi? Parce que vous êtes agricultrice, viticultrice de profession. Est-ce qu'il va falloir changer le modèle de l'agriculture, tout simplement? Il faut redonner du sens à ce métier. Et je dis clairement que devant une réforme de la PAC qui est imminente... qui va être effectivement négociée pour 2020-2025. Voilà. Eh bien, il faut que la PAC devienne une politique alimentaire et agricole commune. En fait, il faut tout simplement revenir à un principe qui est un principe important pour la paix dans un pays. C'est la souveraineté alimentaire qui est aujourd'hui inscrite dans la loi. Ça veut dire relocaliser nos productions, ça veut dire réorienter des aides vers des régulations de production. Ça veut dire aussi, tout simplement, faire en sorte qu'une exploitation agricole qui emploie plus de main-d'œuvre touche plus d'aides. Aujourd'hui, malgré la PAC, des agriculteurs ont moins de 400 € par mois de revenus. Alors que la PAC, c'est 1 600 € par agriculteur. Donc ça veut dire qu'il y en a qui touchent beaucoup plus. Tout le monde le sait et on poursuit cela. Donc à un moment, il va falloir sortir l'agriculture de l'OMC parce que ce n'est plus tenable de penser que des gens qui produisent notre alimentation soient aussi maltraités. Yves Foulon, comment on fait pour retrouver un équilibre? La réalité dans ce secteur d'activité essentiel, d'ailleurs patrimonial, traditionnel de notre pays, l'agriculture, c'est que les agriculteurs eux-mêmes qui travaillent et les retraités sont dans la désespérance. Ils viennent de le dire au travers de votre reportage. Donc il faut, comme à tous les entrepreneurs de France, baisser les charges pour qu'ils vivent mieux. Il faut qu'ils aient la capacité de fixer leur prix de revente, que ce ne soit pas les supermarchés, hypermarchés qui fixent le prix auquel ils achètent leurs produits. Il faut maintenir les services publics dans nos campagnes. Il faut aussi, quand on investit dans nos villes 1 €, il faut investir également 1 € dans la ruralité. Et il faut bien sûr et surtout atténuer l'effet des normes européennes qui sont drastiques et qui empêchent nos agriculteurs de travailler dans de bonnes conditions. Voilà l'addition de ces mesures qui permettra de retrouver une agriculture du respect de la planète. Je voudrais qu'on revienne à nos viticulteurs, à nos éleveurs de canards qui, ces dernières semaines, on l'a vu, ont vécu de très graves situations. Les indemnisations, ça va être pour Estienne Bousquet-Cassagne, elles arrivent, mais souvent à contre-temps. Qu'est-ce que vous, en tant que futur député peut-être, vous pouvez faire? Non mais écoutez, déjà de manière plus générale sur l'agriculture, on a juste abordé un petit peu les problèmes. Parce qu'en réalité, les agriculteurs, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir vivre dignement de leur travail. Oui, mais justement, ils n'y arrivent pas. Regardez les éleveurs avec la grippe aviaire. Bien évidemment, et ils sont découragés de plusieurs manières, de par le carcan administratif qu'on leur impose, bien souvent, de par les normes sanitaires, sociales, environnementales, qui s'ajoutent les unes sur les autres, les surtranspositions de textes européens. Pardonnez-moi, mais ça c'est un discours que l'on entend depuis des années. Non mais d'accord, mais rien n'a été fait. La solution pour le monde paysan et pour le monde de la ruralité, c'est le prix rémunérateur. C'est aujourd'hui la profession où on a le plus grand nombre de suicides. C'est la clé. Puisque les gens peuvent... Je voudrais terminer juste là-dessus, puisqu'ils se tuent au travail sur des journées à la peine, sans que leur travail ne dégage un prix rémunérateur. Il faut en effet taper dans le dur sur les pratiques de l'agrobusiness, sur les grandes distributions, etc., parce que ce sont des pratiques prédatrices. On ne peut pas tenir ces beaux discours sur les plateaux télé et accompagner les traités de libre-échange CETA et TAFTA. Là, ce n'est pas possible parce que c'est la mort annoncée pour notre agriculture. Et il faut revaloriser les métiers de la ruralité, avec en effet les circuits courts, le fait que nos cantines scolaires, les maisons de retraite puissent être justement en contact avec ces agriculteurs. Une urbaine, en effet, et Brigitte Allain l'a fait, en effet, réorienter notre consommation d'urbain vers la production bio dans les cantines, comme tu l'as fait, mais aussi dans les collectivités, mais aussi dans le courant. Et l'urbaine que je suis a une chance particulière, c'est qu'elle a un laboratoire de virologie dans son territoire. Permettez-moi de dire, c'est de la ruralité. Eh bien, je suis catastrophée
que, contrairement aux appels des scientifiques, il n'y ait pas eu de vaccination des petits canards que nous avons vus et qui ont été broyés ou gazés. Il est possible de vacciner les canards contre la grippe On a aviaire. compris. Et nous sommes en train de tuer les petits producteurs. Je redonne la parole à Étienne Bousquet-Casal, mais je voudrais d'abord entendre Florent Boudier. Florent Boudier sur les viticulteurs, s'il vous plaît. On l'a vu. Si. On a compris. Non, parce que sur la vaccination, par exemple, Boudier, le groupe Front National à la région a fait des propositions pour développer justement le vaccin. Et les élus socialistes, dont vous faites partie, M. Boudier, puisque vous siégez aussi à la région... J'ai bien fait de venir, j'ai l'impression. Bien évidemment. Et donc se sont opposés justement à notre proposition, qui était justement de travailler sur la vaccination des animaux. S'il vous plaît, Florent Boudier, la réponse, s'il vous plaît. Je vais essayer de parler sans que personne n'interrompe quiconque, parce que c'est très compliqué de s'exprimer. Il y a un vrai problème, ça a été dit à l'instant, de prix rémunérateur. C'est ça le sujet pour la filière agricole, viticole, de façon générale. C'est donc la réintroduction d'un rapport de force avec notamment la grande distribution, mais pas que. Ça veut dire que la loi de modernisation de l'économie, il faut la remettre en cause. Elle date de l'époque Sarkozy, mais peu importe. C'est un vrai sujet. Il faut aussi mettre en place de vraies unions de producteurs qui ont cette capacité à créer le rapport de force avec ceux qui sont prescripteurs de prix. Et nous avons des grands groupes coopératifs aussi en France qui sont très puissants, qui tiennent beaucoup de choses et qui rémunèrent très très mal effectivement les agriculteurs. Je voudrais dire deux mots quand même sur la viticulture et sur le gel du mois d'avril, parce qu'il y a les mesures d'urgence qui seront prises sur les cotisations, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est en capacité dans les années qui viennent à inventer enfin un système d'épargne de précaution climatique contre les aléas. Ça, c'est un vrai débat, c'est un vrai combat. Ça va s'engager dès les prochaines semaines, parce que je ne veux pas que nous sortions d'une certaine façon de l'année 2017, qui a été dramatique pour la viticulture française et bordelaise en particulier, sans que l'on ait réglé ce sujet. Et vous avez raison, ça dépasse la viticulture. Je voudrais qu'on aborde un troisième et dernier thème qui est important, parce que s'il y a quelque chose qui suscite de l'espoir, eh bien, c'est l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Ce sera dans moins de 3 semaines, le 2 juillet prochain. Bordeaux sera alors à 2 heures de Paris. Et puis on parlera ensuite d'un prolongement vers le sud. Pascal Cagnato. C'est finalement le tracé par l'est des Landes qui a été retenu par la région et l'État pour la future LGV Bordeaux-Espagne, avec un tronc commun en direction de Toulouse, une option qui permet la réalisation quasi concomitante de la ligne entre Bordeaux et la Ville Rose. Pour le tracé Bordeaux-Espagne via Dax, 2 nouvelles gares seront construites, l'une au Pays Basque, l'autre à Mont-de-Marsan, avec raccordement direct vers Pau. Malgré l'avis négatif à caractère consultatif rendu par la commission d'enquête publique, l'ex-ministre des Transports Alain Vidalis a validé ces 2 lignes dont le coût est estimé à 8,3 milliards d'euros, avec mise en service en 2024 pour Bordeaux-Toulouse et 2027 pour Bordeaux-Dax. Un projet jugé ruineux et coupé des réalités économiques selon un collectif d'associations opposées à ces tracés. Un scandale écologique pour la Sépenso. À l'image de Notre-Dame-des-Landes, la LGV a ouvert de nombreuses poches de résistance et de contestation, parmi lesquelles se trouvent bon nombre d'élus de ces territoires. Olivier d'Artigol, pour ou contre la LGV vers le sud? Je n'ai pas d'opposition de principe aux lignes à grande vitesse. Je suis tout simplement opposé à la manière dont elles ont été financées. À l'agglo de Pau, alors que c'était sur la Bordeaux-Tours hors compétence, hors territoire, on a dû saigner notre budget d'investissement pendant quelques années. Pour payer ça, ce n'était pas à nous à le faire. Je suis favorable à des grands projets européens sur ces sujets-là. Je suis très préoccupé par l'avenir des trains du quotidien. Celui qui me permet de faire Pau-Orthès et de revenir d'Orthès à Pau me permettant d'aller travailler. Ces trains du quotidien, comme les ferroutages, la manière dont... Mais c'est la région, ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... ce n'est pas le même budget, mais je voudrais vous dire, j'aimerais terminer, après je vous laisse parler. On peut être d'accord avec le principe... Vous à couper la parole des autres, alors on attend que ça vous arrive. Allez-y. Ben voilà, c'est fait. Donc, je suis favorable au principe. Sur les financements, ça ne peut pas se passer comme ça s'est passé avec les PPP et la mise à contribution de collectivités territoriales, alors qu'on a beaucoup de choses à faire. Par ailleurs, je suis inquiet sur l'avenir
des trains du quotidien. Emmanuel Macron a voulu saigner ces lignes en mettant les bus sur la route, comme si l'avenir, au regard des enjeux climatiques, c'était de mettre des bus à la place des trains. Et il y a donc tout un schéma ferroviaire à réimaginer, notamment sur le ferroutage. Yves Foulon, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je suis favorable au progrès et au progrès économique porté par les lignes à grande vitesse et au progrès lié au confort de nos concitoyens qui doivent pouvoir se transporter de la capitale à toutes les régions de France dans les meilleures conditions possibles. Mais il faut en même temps permettre à ceux qui pratiquent le train au quotidien d'avoir les meilleures conditions de confort et les meilleures conditions économiques pour que nos territoires locaux puissent vivre dignement. Donc il faut avancer les deux en même temps. Je ne veux pas l'un à la place de l'autre, je veux les deux en même temps. Et c'est peut-être ce qui est difficile à avancer en même temps, Michel Delaunay. C'est les deux. Le prioritaire pour le quotidien, c'est en effet ce que vous appelez, monsieur, les trains du quotidien. Mais ils ne sont pas en concurrence, car ils ne relèvent pas des mêmes budgets. Et je dois dire que nous sommes dans une région dirigée par Alain Housset qui est extrêmement active sur ce projet. Mais je veux dire aussi autre chose. Je suis pour la LGV, car tous les territoires mais je sens qu'il y a un mais, Michel Delaunay. Il y a un mais. Je vois où j'étais hier avec Alain Vidalis pour une réunion publique. La maire de Mont-de-Marsan, qui s'est mise en marche, mais pas en train, eh bien, est en train, par refus de payer sa contribution, de mettre le projet en difficulté. Et c'est très grave. Étienne Bousquet-Cassagne, s'il vous plaît, sur cette question. Oui, alors nous avons une position qui a toujours été la même, c'est de refuser le nouveau tracé entre Bordeaux et Toulouse pour améliorer les voies existantes et les adapter à la ligne LGV. C'est une position que nous avons déjà portée également au Conseil régional, que nous continuerons à porter si nous sommes élus députés. Brigitte Allain, sur cette question. J'en ai de la LGV comme du nucléaire. Le nucléaire empêche le développement des énergies renouvelables parce que quand on met de l'argent d'un côté, on ne le met pas de l'autre. Et avec la LGV, clairement, aujourd'hui, on a les TER. Ça ne relève pas que de la région, les TER, attention. C'est la SNCF, c'est l'État qui doit financer les lignes TER. Et aujourd'hui, je vais parler quand même d'une ligne qui s'appelle Bordeaux-Bergerac-Sarlat. On demande aux collectivités locales de payer, alors que ces collectivités locales, aujourd'hui, n'ont pas les moyens. Donc, moi, je dis clairement, nous avons besoin. Moi, je prends le train souvent, je parle avec les gens dans le train, mais sans le train, beaucoup de personnes ne peuvent pas aller travailler, beaucoup de jeunes ne peuvent pas aller en formation, beaucoup de personnes âgées ne peuvent pas se déplacer pour aller chez un médecin. Donc le TER ne doit pas être siphonné par la LGV. Et aujourd'hui, c'est le TER qui ne doit pas être sacrifié. Aujourd'hui, Florent Boudier, on a l'impression qu'on est plus proche de Paris que du Verdon dans le Médoc ou que de Sarlat en Dordogne. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il faut 3 heures de Bordeaux à Sarlat. Le problème français, c'est que nous avons fait le choix, collectivement, les responsables politiques, depuis plusieurs décennies, du tout TGV. Du tout TGV. Au détriment... Non, c'est absolument vrai. D'ailleurs, c'est une position commune avec Gilles Savary que nous défendons à l'Assemblée depuis 5 ans. C'est que nous avons fait le tout TGV partout. Nous avons d'ailleurs demandé souvent aux agglomérations de financer leur arrêt TGV. Ce qui fait d'ailleurs que c'est plus tout à fait de la ligne à très grande vitesse, parce qu'on s'arrête beaucoup. Et nous avons délaissé les grandes lignes d'aménagement du territoire et les trains du quotidien, les TER. Je partage totalement ce qu'a dit Brigitte Allain. D'abord, nous partageons aussi une ligne TER, celle qu'elle a citée tout à l'heure. Elle a oublié l'étape de Libourne, notamment, dans cette ligne. 45 millions d'euros d'investissement nécessaires. Et effectivement, les collectivités locales qui sont appelées à contribution, parce que la SNCF n'a plus les moyens, du fait du tout TGV français, de financer les lignes secondaires. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est le modèle économique français du ferroviaire qu'il faut absolument remettre en cause. Merci Florent Boudier. Je me tourne une dernière fois vers notre politologue Viviane Lehay. On parle à l'Assemblée nationale d'une arrivée fracassante des représentants de La République En Marche, autour de 400 personnes. Ça va être audible? Audible pour le citoyen? Oui, ça va être audible. Il va falloir que justement les députés nouvellement élus montrent leur capacité à prendre en charge l'ensemble des enjeux qui sont importants pour eux. Donc oui, il va falloir que les députés fassent ce travail. D'un point de vue politique, j'imagine. Alors, les députés seront féminisés, rajeunis,
pas forcément si novices que ça aussi, puisqu'ils ont beaucoup de mandats locaux, par exemple. Ils sont assistants parlementaires pour certains dans une vie antérieure, et donc ils auront aussi des capacités de rendre audibles leurs mesures politiques. J'attire votre attention quand même que le suffrage universel ne s'est pas encore exprimé. Exactement. On vote dimanche, il y a un second tour. C'était effectivement tous les discours prophétiques. J'espère qu'il n'y aura pas 400 députés en marche, sinon ce serait une vague Macron à l'Assemblée nationale. Reste à confirmer tout cela, évidemment. Premier tour, c'est, vous l'avez dit et rappelé, dimanche prochain. Et c'est donc le mot mais pas de 400, la fin. pointeront en faux quand même. Hein. Pointeront en faux. Nous verrons, parce qu'après, c'est notre vie démocratique. Nous verrons. Merci en tout parti cas, unique. messieurs, merci, mesdames, d'avoir participé à ce débat. L'info du jour en Aquitaine, c'est tout de suite, dans un instant, avec Vincent Dubroca. Le 19-20 continue. Merci à tous.